Il y a des moments où tu sais que tu tiens quelque chose. Pas une preuve, pas encore. Juste une certitude qui pèse dans ta poitrine depuis trop longtemps. C'était l'hommage funèbre de mon père. La pièce sentait les fleurs coupées et le café froid. Et au milieu de tout ça, ma mère a traversé la salle comme si elle avait une mission. Elle s'est plantée devant moi et elle a dit, fort, pour que tout le monde entende: « Camille, excuse-toi auprès de ta sœur. Maintenant. Tu lui as cassé le bras exprès quand tu avais 10 ans. Tout le monde ici le sait. » Lucie n'a même pas bougé. Elle a juste hoché la tête, ce petit hochement qu'elle avait perfectionné en 30 ans. Ma mère a continué. Dis-le comme si tu le pensais, cette fois. On n'en est plus là. 30 ans. 30 ans à m'excuser dans cette maison. J'ai regardé ma mère, puis Lucie, et j'ai souri. Très bien, j'ai dit. Je vais le dire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 3 mois plus tôt, mon père m'avait regardé avec une lucidité soudaine et m'avait donné 6 mots. 6 mots que j'avais mis du temps à comprendre vraiment. Et ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est que j'avais apporté avec moi la cassette vidéo de ma mère, celle qu'elle avait filmée ce jour-là et qu'elle n'avait jamais voulu que personne voie. Si votre famille vous a déjà forcé à vous excuser pour quelque chose que vous n'aviez pas fait, laissez un commentaire. Je les lis vraiment tous. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette pièce, il faut remonter 30 ans en arrière. Sur la terrasse d'une maison à Saint-Malo, Bretagne, le dernier après-midi où j'ai eu le droit d'avoir 10 ans. Mon grand-père s'appelait Georges Vernet. L'année de ma naissance, il m'a fabriqué une chaise. Il était menuisier. Des mains lentes, jamais une voix qui monte. Il a coupé le chêne dans son atelier, derrière le chantier naval, assemblé les pieds avec des assemblages à queue d'aronde qui n'avaient pas besoin de colle, et il a gravé mon prénom sous le siège avec un petit ciseau à bois. Pour Camille, décembre 1985. Il l'a porté sur la terrasse de la maison familiale à Saint-Malo et l'a posé contre la porte moustiquaire. J'ai appris à lire dans cette chaise. Il y a des chaises qui ne servent pas qu'à s'asseoir. Il avait gravé mon prénom en dessous pour que personne n'ait jamais à demander à qui elle appartenait. Il ne savait pas que ce serait justement la question, 30 ans plus tard. Cette chaise n'a pas survécu à l'été 1996. Moi non plus, d'une certaine façon. Cet après-midi-là, ma mère avait installé son caméscope sur un trépied sur la terrasse. Elle faisait ça souvent. C'était elle, l'historienne de la famille. Ses archives tenaient dans des dizaines de petites cassettes noires, chacune étiquetée de son écriture ronde et penchée. Anniversaire, matin de Noël, premier jour d'école. Ce jour-là, elle voulait filmer ce qu'elle appelait un été ordinaire à Saint-Malo. Le soleil sur les planches, les mouettes, la baie, 2 filles tranquilles. Elle avait appuyé sur enregistrer. Puis, le téléphone avait sonné à l'intérieur. Son décorateur d'intérieur, pour une commande de tissu. Elle était rentrée prendre l'appel. Le petit voyant rouge du caméscope continuait à clignoter. Je l'avais remarqué. Lucie aussi. Mais aucune de nous deux n'était le genre d'enfant à regarder fixement un objectif. Lucie avait 7 ans cet été-là. Moi, 10. J'étais en train de lire sur la terrasse, dans ma chaise. Lucie tenait une cuillère en bois qu'elle avait prise dans la cuisine, sans raison que j'ai jamais comprise, et elle me regardait lire avec cet agacement particulier qu'une petite sœur réserve à l'aînée quand elle est trop silencieuse. « C'est une chaise idiote », elle a dit. Je n'ai pas levé les yeux. Je savais que la chaise n'était pas idiote. Mon prénom était gravé en dessous. C'était la seule chose dans cette maison qui m'appartenait sans discussion possible. C'est une chaise idiote de toute façon. La deuxième fois qu'elle l'a dit, elle a frappé le barreau du dos avec la cuillère. Pas fort, juste assez. L'assemblage, qui faisait son travail depuis 10 ans, a produit un son qu'il n'avait jamais produit avant. Alors Lucie, parce qu'elle avait 7 ans et parce qu'elle venait de casser quelque chose qui ne lui appartenait pas, est montée debout sur le siège. Elle s'est mise en équilibre dessus. Elle a voulu lui faire porter son poids, prouver que la chaise tenait encore, prouver que ce qu'elle avait fait n'avait aucune importance. La chaise a tenu environ 2 secondes, puis les assemblages ont lâché. Elle est tombée de côté sur les planches. Son bras droit est passé sous elle. L'os a cassé comme un os casse quand un petit corps heurte du bois dur dans un mauvais angle, c'est-à-dire avec un son que je n'ai jamais réussi à oublier. Je suis rentrée en courant. Ma mère a arrangé les choses. Juste pas comme je l'avais imaginé.
Quand elle est sortie sur la terrasse, son regard a fait un trajet que j'ai mis presque 40 ans à comprendre. La chaise, Lucie, moi, derrière la porte moustiquaire, la main encore sur le loquet. Chaise, enfant, moi. Dans cet ordre-là, pas l'ordre que j'aurais voulu. Elle s'est agenouillée près de Lucie. Lucie pleurait, pas encore les cris qui allaient venir, mais ce genre de pleurs silencieux qu'ont les enfants de 7 ans quand le choc est trop grand pour sortir vraiment. Ma mère lui a dit quelque chose que je n'ai pas entendu. Lucie a hoché la tête, un tout petit mouvement, une seule fois. Puis ma mère s'est retournée vers moi, et son visage était un visage que je ne lui connaissais pas. Il avait déjà tranché quelque chose pendant le trajet entre la cuisine et la terrasse. « Pourquoi tu l'as poussé, Camille ?» Je n'avais poussé personne, je l'ai dit. Elle ne m'a pas regardée pendant que je le disais. En 1 heure, la version était fixée. En 1 semaine, c'était la vérité. En 1 an, c'était ce que ma tante me glissait dans le couloir. Sois douce, Camille, on sait comment tu peux être. Ce que je ne savais pas encore, c'est que le caméscope de ma mère tournait toujours. Elle non plus, d'ailleurs. La première fois que j'ai présenté mes excuses officiellement, c'était au repas de Noël 1996. Lucie avait encore son plâtre. Ma mère était assise en bout de table dans le fauteuil en velours côtelé vert hérité de sa propre mère. Elle a croisé les bras et elle a dit, assez lentement pour que tout le monde entende, « Camille, je crois qu'il est temps. » J'avais 10 ans. Je tenais un petit pain sur une assiette. Je me suis levée. J'ai récité les phrases que ma mère me faisait répéter depuis 3 mois. « Je suis désolée, Lucie. Je suis désolée de t'avoir fait mal. Je ne te ferai plus jamais de mal. Je t'aime. » À mi-chemin, j'ai pleuré. Ma mère a soupiré. « Tant que tu ne peux pas le dire sans pleurer, Camille, c'est que tu ne le penses pas vraiment. » Ce soir-là, j'ai compris que pleurer faisait durer les choses plus longtemps. À la 3e réunion de famille, j'avais arrêté. J'ai un carnet dans le tiroir de mon bureau à Rennes. J'ai commencé à l'écrire en 2010, à 25 ans. Je savais que si je ne le posais pas quelque part, je finirais par douter que tout ça avait vraiment eu lieu. Le carnet est petit, il y a un stylo vert attaché sur la couverture. Il contient 28 dates. Repas de Noël, 1996, Pâques, 1997, Noël, 1997, celui où ma tante Françoise a dit la prière sur le pardon et s'est tournée vers moi en terminant. L'anniversaire de Lucie, ses 8 ans, ses 10 ans, quand ils avaient mis le gâteau sur la terrasse et que ma mère avait dit, à mi-bouchée, « Pourquoi on ne laisserait pas Camille dire quelques mots avant qu'on oublie ?» Vers la vingtaine, les mots avaient trouvé leur rythme tout seuls. « Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Je t'aime, Lucie. » Ma mère avait arrêté de me souffler les phrases. Le mécanisme tournait sans elle. Le dîner de retraite de Michel en 2014, à l'hôtel des Corsaires. La serveuse posait les crèmes brûlées quand ma mère s'est levée avec son verre de Sancerre blanc, a tapé dessus avec un couteau à beurre et a dit « Avant qu'on passe à la suite, je pense qu'on devrait laisser Camille prendre la parole. » Pour Lucie, pour la famille. 26 personnes, je les ai comptées. La fête pour le barreau de Lucie en 2015. Le dîner de répétition du mariage de Lucie en 2018, où le rabbin qui officiait le lendemain m'a regardé réciter mes excuses comme on regarde un enfant faire sa communion. Nous sommes une famille qui n'enterre rien. Ma mère disait qu'on règle les choses. À 25 ans, je pouvais articuler ces phrases avant qu'elle les prononce. Il y avait toujours des témoins. Ma tante Françoise hochait la tête comme une magistrate. Mon oncle Édouard regardait par la fenêtre, peu importe le temps qu'il faisait. Ma cousine Mathilde fixait son assiette. Mon père regardait le sol. En toutes ces années, je ne l'ai jamais vu lever les yeux. Une fois, à un dîner de Noël en 2017, Mathilde a posé sa main sur la mienne sous la table. Elle n'a pas serré. Elle l'a juste laissée là, le temps d'une phrase de ma mère, puis elle l'a retirée. Elle n'a jamais rien dit à voix haute. 2 ans plus tard, elle m'a envoyé un message. « Je suis désolée de n'avoir jamais rien dit. J'étais une enfant à l'époque. Je ne le suis plus. » Je l'ai lu dans ma salle de classe à Rennes et j'ai rangé mon téléphone dans le tiroir. Les alliés silencieux ne sont pas des alliés. J'ai mis du temps à comprendre ça et ça m'a coûté quelque chose. Ce n'était pas de la maltraitance au sens où les gens l'imaginent. Personne ne criait, personne ne m'attrapait le bras trop fort. C'était une phrase prononcée lentement,
dans une salle à manger tiède, avec des haricots verts sur la table, une bougie allumée, et ma sœur en face de moi qui hochait la tête, petite et grave. 28 fois. La 29e aurait été la dernière. Je ne le savais pas encore. Je n'ai jamais ramené de garçon à la maison après le lycée. Le seul que j'ai amené, c'était en première. Il s'appelait Thomas Garnier, sa famille avait déménagé du Mans. Ma mère avait préparé un pot-au-feu. En moins de 20 minutes, elle lui racontait l'histoire de la véranda. Camille était une enfant tellement volontaire, disait-elle en souriant. On devait faire très attention avec elle, surtout autour de sa sœur. Elle lui a resservi du pot-au-feu. Sa Peugeot 505 est restée longtemps à tourner dans l'allée avant de disparaître. Il n'est pas revenu. À la fac, j'avais arrêté d'inviter qui que ce soit. À 30 ans, j'avais arrêté de me demander pourquoi j'étais devenue professeure d'histoire au lycée. Chaque septembre, je dis la même chose à mes élèves. Une histoire répétée n'est pas une histoire prouvée. Qui est dans la pièce quand on la raconte? Qui en profite? Qui a le droit de ne pas être d'accord sans qu'on le traite de difficile? Sur le mur de ma salle de classe, il y a une affiche plastifiée. Les sources primaires ne mentent pas, les gens, si. Je l'ai faite l'année où j'ai commencé à enseigner. J'ai vécu à l'intérieur de cette phrase pendant 15 ans avant de comprendre que je disais aux enfants des autres ce que personne ne m'avait jamais dit. J'ai failli me marier, une fois. Il s'appelait Julien Marchand. L'architecte des structures, il venait de Dinard et il avait une gentillesse tranquille que j'avais prise pour la réponse à toute ma vie. On est allé au repas de Noël 2017 à Saint-Malo. Ma mère a fait le discours, moi, j'ai fait les excuses. Sur le chemin du retour vers Rennes, 3 heures dans le noir, les lampadaires de la N137 qui glissaient sur le tableau de bord, Julien a gardé le silence longtemps. Puis il a dit « Pourquoi tu ne l'as pas corrigé ?» Je n'avais pas de réponse. Je n'en avais pas eu pendant 21 ans. 2 mois plus tard, il a rompu. La dernière chose qu'il m'a dite, debout, dans l'encadrement de ma porte, avec une petite boîte de ses affaires dans les mains, c'était quelque chose comme « Je ne crois plus que tu sais toi-même ce dont tu te souviens ». La bague de fiançailles est encore dans son tiroir à Rennes, dans son petit écrin de velours. Parfois, quand je cherche des trombones, je la vois. Parfois non. Il a été le premier à voir ce que cette histoire m'avait fait, et je l'ai perdu pour ça. En 2022, j'ai commencé à voir une thérapeute, Nathalie Cros. Il m'a fallu presque 3 ans pour lui raconter l'histoire de la véranda. Quand je l'ai fait enfin, elle a posé son stylo et elle a dit quelque chose que je repense chaque jour depuis. Camille, qu'est-ce que ça te coûterait d'arrêter de t'excuser? Ce jour-là, j'ai pleuré pour la première fois dans son cabinet. Pas fort, juste assez pour qu'elle me tende un mouchoir et qu'on reste toutes les deux avec ça, dans le silence. Je n'ai pas arrêté de m'excuser. Pas ce jour-là, j'ai juste commencé à compter. En décembre 2024, mon père a emménagé dans la chambre du fond à Saint-Malo. Alzheimer à un stade avancé. Une infirmière de soins palliatifs, Brigitte Morel, s'est intégrée au planning. J'ai commencé à monter plus souvent. C'est là que les choses ont changé. Ou peut-être qu'elle n'avait jamais vraiment cessé de bouger. J'avais juste appris à garder les yeux baissés. Il faut que tu saches qui est devenue ma sœur. Lucie Vernet-Aumont, 37 ans, sur la voie de l'association, chez Garnier et Aumont à Paris. Sa spécialité sur le site du cabinet, ce sont les fractures radiales et cubitales hors accident de la route. Sa biographie se terminait autrefois par une phrase qu'Arnaud l'avait aidé à écrire. Lucie Vernet-Aumont, c'est de première main ce que coûte un bras cassé pour une famille. Elle a une fine cicatrice blanche sur l'avant-bras droit, là où l'os a mal cicatrisé. Elle retroussait sa manche pendant les auditions pour la montrer. La cicatrice est réelle, l'histoire de comment elle est arrivée là ne l'est pas. Mais elle ne le savait pas. Pendant 30 ans, Lucie Vernet-Aumont a sincèrement cru que sa grande sœur l'avait poussée. Certains mensonges sont enseignés si tôt qu'ils finissent par avoir des crocs. Lucie a raconté cette histoire lors de son propre dîner de fiançailles. Ma grande sœur m'a cassé le bras quand j'avais 7 ans. Les gens me demandent pourquoi je fais ce que je fais. Maintenant, ils savent. Elle l'a répété dans un podcast en 2021. Je l'ai écouté une seule fois, jamais 2. Ce que j'ai compris lentement, c'est que ma sœur n'était pas la méchante de l'histoire. Lucie, à 7 ans, avait été prise en charge par notre mère dans les 30 minutes qui avaient suivi la chute. Et on lui avait fabriqué un souvenir. Coco dans la cuisine. Écoute-moi, mon cœur. C'est ce qui s'est passé le lendemain matin, encore la semaine suivante, à l'école, pour que les professeurs soient au courant. En moins de 6 mois, le souvenir s'était incrusté dans l'os, exactement comme son bras s'était ressoudé. Et comme son bras, il s'était ressoudé de travers. Je ne lui en voulais pas entièrement. C'est la femme qui lui avait appris à mentir que je tenais pour responsable.
C'est Arnaud Aumont qui a finalement dit la chose qu'aucun d'eux ne pouvait reprendre. C'était le repas de Noël 2022. Mon père venait d'être diagnostiqué, mais il était encore là, encore lui. Ma mère avait servi la dinde rôtie. Les excuses étaient terminées. Arnaud, calé dans son fauteuil avec un verre de Bordeaux rouge, a lâché ça à mi-chemin entre la blague et la cruauté. Ne t'inquiète pas, Camille, la prescription est depuis longtemps expirée. En droit, on appelle ça une affaire classée, on ne la rouvre pas. Ma mère a ri, Lucie a ri, mon père, lui, a posé lentement sa serviette sur la table. Puis il l'a reprise, puis il l'a reposée une deuxième fois. Elle a glissé de ses genoux sur le sol. Je me suis penchée pour la ramasser. Quand j'ai relevé la tête, mon père me regardait. Pas la table, pas ma mère, moi. Il n'a rien dit. Il a regardé un long moment, comme ça. Puis ses yeux ont dévié vers son verre d'eau, et le moment est passé. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose, il ne l'a pas dit, pas encore. Avant de vous raconter ce que mon père m'a donné, je veux vous poser une question. Est-ce que quelqu'un dans votre famille vous a déjà présenté une version de vous-même que vous ne reconnaissiez pas et a demandé à tout le monde d'y croire ? Le temps a passé, mon père a commencé à oublier les noms. C'était aussi l'année où il s'est mis à me regarder, vraiment me regarder, par moments. Vers la fin de 2024, il ne savait plus comment je m'appelais, la plupart du temps. Mais il reconnaissait Brigitte. Il reconnaissait le plaid bleu que sa propre mère avait tricoté en 1962, celui qui restait sur ses genoux toute l'année parce que son corps ne régulait plus la température. Il reconnaissait le goût du yaourt à la fraise, le seul aliment qu'il acceptait encore sans qu'on m'insiste. Tout le reste s'était dissous comme une marée qui ne revient plus. Je montais le voir un week-end sur 2. De Rennes à Saint-Malo, c'est environ 3 heures de route. J'entrais par la porte de derrière. Ma mère était dans la cuisine, à ne rien faire en particulier. Brigitte m'attendait dans le couloir et me disait la même chose à chaque fois. Il fredonne quand tu es assis avec lui. Il ne fredonne pas pour tout le monde. Je m'installais dans le fauteuil marron, à côté de son lit, et je lui lisais à voix haute des pages de Moby Dick, un exemplaire de poche que mon père avait gardé pendant 40 ans. Le dos du livre était retenu par du scotch transparent. Le chapitre où je revenais le plus souvent, c'était le chapitre 32, Cétologie, ce long chapitre aride où Melville fait semblant de classifier les baleines. Mon père avait aimé cette patience absurde que personne d'autre ne comprenait vraiment. Le samedi 21 février 2026, je lisais le passage sur les baleines in folio et les baleines in octavo. Et la main de mon père est sortie de sous la couverture et s'est refermée sur mon poignet. Je me suis arrêtée. Ses yeux étaient ouverts. Ce n'étaient pas les yeux des 2 dernières années. C'étaient ses yeux à lui, tels qu'ils étaient quand j'étais petite. Vérifie le 7e de Viviane. Il l'a dit doucement. Sa voix était rauque à force de ne plus servir, mais les mots étaient nets. Camille, vérifie le 7e de Viviane. Je n'ai pas bougé. Vérifie le 7e de Viviane, s'il te plaît. Il l'a dit 3 fois. La 3e fois, ses yeux se sont fermés, sa main s'est relâchée sur mon poignet et il était parti. De retour là où la maladie l'avait emmené. Brigitte était dans l'embrasure de la porte. Elle avait entendu. Elle s'est approchée de la table de chevet, a pris son carnet et a écrit en lettres bleues régulières. 14h08. Monsieur V. Elle a refermé le carnet. Elle m'a regardée. Elle n'a rien dit, et c'était juste, parce qu'il n'y avait rien à dire que j'avais besoin d'entendre. J'ai conduit seule ce soir-là, avec la voix de mon père encore dans l'habitacle. Camille, vérifie le 7e de Viviane. J'ai pensé qu'il parlait de la cassette d'anniversaire. La cassette d'anniversaire, rien d'autre. Le week-end suivant, je suis montée tôt à Saint-Malo. J'ai dit à ma mère que je voulais l'aider à trier les vieilles décorations de Noël dans le garage. Elle m'a laissé faire. Dans le 2e carton en partant du fond, derrière les boules cassées, j'ai trouvé une pile de cassettes vidéo de mon père, étiquetées à ces grosses lettres majuscules. La 3e portait l'inscription « Rolling Star, anniversaire de Viviane, 1996 ». Je l'ai prise. J'ai acheté un lecteur de cassettes vidéo sur un site d'occasion. Quand il est arrivé, j'ai regardé la cassette en entier. Une fête de patinage au Rolling Star à Saint-Malo, mars 1996. Le vrai 7e anniversaire de Lucie. 41 minutes d'une fête d'enfants. Il n'y avait rien là-dedans. Rien qui aurait pu signifier quoi que ce soit. Je l'ai rembobiné 3 fois pour en être sûre. C'est seulement fin mars que j'ai compris. Mon père ne pointait pas vers sa propre cassette. Ma mère avait 2 cassettes étiquetées au 7e anniversaire de ma sœur. Mon père n'avait su en indiquer qu'une. Une seule avait été enfouie. L'autre existait ailleurs. Le 2e week-end d'avril, ma mère m'a appelée.
Elle voulait que je vienne l'aider à préparer la cérémonie en mémoire de mon père. Elle avait choisi une date, le week-end du 8 mai. La fleuriste était réservée. Le père Jean-Pierre Dumas était confirmé. Elle avait besoin d'aide pour fouiller les placards de l'étage, ceux où elle gardait ses propres archives, ses cassettes à elle, étiquetées de sa main en écriture cursive. Elle cherchait ce qu'elle appelait les meilleurs moments pour le montage vidéo qu'elle préparait pour la famille. Ces placards. Personne n'y avait jamais touché, ni moi, ni Lucie, ni mon père, même quand il était encore lui-même. J'ai dit oui. Je suis arrivée un samedi matin. Elle a fait du café. Elle m'a installée seule dans sa chambre avec un escabeau et une boîte de chiffon. Les placards avaient 11 étagères, du sol au plafond, cassettes classées par année. Chaque étiquette écrite de sa main, ce grand V de Lucie, ce grand C de Catherine, tracé de façon si identique sur 30 ans qu'on aurait cru une police d'imprimerie. Sur l'étagère du bas, dans un carton fermé au Chatterton, j'ai trouvé 11 cassettes sans étiquette. Je les ai prises, une par une, retournées entre mes doigts. La troisième depuis le haut en avait une. Écriture cursive. Le 7e anniversaire de Lucie. Son écriture à elle. Son étiquette. Mais c'était la 2e cassette de la boîte. Je suis restée longtemps debout dans sa chambre, à la tenir dans mes mains. En bas, dans la cuisine, j'entendais l'eau chauffer. Et elle fredonnait. Je ne l'avais pas entendue fredonner depuis 10 ans. J'ai mis la cassette dans mon sac, j'ai descendu l'escalier de service et je lui ai dit que je devais rentrer à Rennes, une obligation au lycée. Elle a répondu sans lever les yeux. « Bien sûr, ma chérie, t'as toujours quelque chose qui t'appelle. » J'ai conduit 3 heures sans m'arrêter. Le lendemain matin, j'ai déposé la cassette chez Atlantic Vidéo Service à Rennes, chez un homme prénommé René, qui convertissait de vieilles images pour de vieilles familles. Je lui ai demandé 2 copies, une sur cassette vierge, une numérique. Il a appelé un mercredi. Je suis passée après le lycée. Ce soir-là, à 23h, assise au comptoir de ma cuisine, j'ai appuyé sur lecture. 40 minutes. Je les ai regardées en entier. J'ai pleuré vers la 23e minute quand j'ai reconnu la voix de ma mère depuis l'intérieur de la maison. Elle parlait d'une commande de tissu et j'ai réalisé que c'était la même voix à qui je m'étais excusée pendant 30 ans. Je l'ai regardée 2 fois de plus. J'ai fait 3 sauvegardes supplémentaires. Une sur une clé USB accrochée à mes clés, une sur un disque dur externe, une dans un espace cloud privé. 30 ans à m'excuser de quelque chose que je n'avais pas fait. Je me suis accordé 2 semaines pour apprendre à arrêter. Le week-end du 8 mai approchait. Les retrouvailles auraient lieu à Saint-Malo. Moi aussi. Mon père m'avait laissé son dernier acte de volonté lucide. Je n'allais pas le gaspiller. Je suis partie ce vendredi matin, le 22 mai 2026. Dans le coffre, il y avait mon ordinateur portable, le disque dur externe, une copie scellée sur une cassette vidéo fraîche dans un sac congélation et un petit morceau de papier que j'avais découpé au cutter sur la cassette originale. L'étiquette en cursive de ma mère. L'anniversaire de Lucie, 7 ans, jauni par 30 années. J'avais tout apporté, sauf des excuses qui auraient été nouvelles. Au moment où j'ai atteint le pont de l'île de Bréa, j'avais arrêté de répéter ce que j'allais dire. J'avais enfin compris ce que j'allais montrer. La maison des Vernets est sur une petite route tranquille au bout de la rue de la Cité d'Allée. Des bardeaux de cèdre peints en gris bleuté, une véranda qui fait le tour de la façade face à la baie de la Rance. Et derrière, le jardin et le petit atelier que mon grand-père avait construit avant de mourir. Ma mère dirigeait un fleuriste quand je suis entrée. Hortensia blanc, muguet, une petite couronne de romarin pour la porte d'entrée. Pour le souvenir, elle expliquait au fleuriste avec l'air de quelqu'un qui aurait inventé le symbolisme. Elle m'a donné l'accolade mesurée qu'elle réserve à ses enfants adultes. Elle m'a tenue à bout de bras. « Tu as maigri ? Tu manges ?» J'avais mangé, je le lui ai dit. J'ai longé l'endroit sur la véranda où était le fauteuil de mon grand-père. Ma mère l'avait remplacé depuis longtemps par quelque chose de chez Maison du Monde. Osier blanc, coussin bleu. Le parquet, lui, n'avait pas changé. Ma mère ne regardait pas cet endroit. Elle ne l'avait pas regardé depuis 30 ans. Elle m'a montré la salle à manger. Elle avait installé le matériel elle-même. Un téléviseur Thomson à façade bois de 1991, écran 27 pouces. 3 câbles Péritel, jaune, rouge, blanc, enroulés proprement derrière. Son propre caméscope VHS-C, celui avec lequel elle filmait depuis que j'étais bébé,
branchée et allumée comme source de lecture. Sur le caméscope, une petite carte écrite à la main en cursive. Montage famille 2026, ne pas toucher. J'ai été chercher les meilleurs moments dans les archives, dit-elle. Tu vas voir des choses que tu n'as pas vues depuis des années. J'ai répondu que ça semblait merveilleux. J'ai dit merveilleux exactement comme je le disais depuis 30 ans. Ma mère avait construit la scène. Elle ne savait pas encore que j'avais apporté une autre pièce. Il me suffisait de mettre la bonne cassette. Les premières à arriver après moi furent Mathilde et son mari Rémi Coste. Mathilde traversa la terrasse et posa sa main sur mon coude, la gardant là une seconde de trop pour une cousine qu'on voit 2 fois par an. Tante Françoise et oncle Bernard arrivèrent juste après. Oncle Édouard, le frère de ma mère, entra vers 18h avec une bouteille de Calvados Boulard et un bonjour plus doux qu'à l'habitude. Lucie et Arnaud arrivèrent à 18h40. Lucie portait du lin crème. Arnaud tenait un sac Longchamp et un petit bouquet de pivoine pour ma mère. Lucie me serra dans ses bras comme elle le faisait depuis 15 ans. Épaule contre épaule, aucune chaleur, aucun regard. Maman dit qu'elle avait remarqué que je rendais visite à papa plus souvent. Elle ajouta: merci de prendre les choses en main. Je regardais son avant-bras droit, là où la cicatrice dépassait légèrement sous la manchette relevée. Je répondis: merci d'être là. Exactement comme je le disais depuis 15 ans. Ma sœur ne savait pas encore que ce serait sa dernière réunion en tant que fille aînée intouchable. Avant le dîner, je passai dans le petit salon du fond pour m'asseoir avec mon père. Il était dans le fauteuil roulant que Brigitte avait installé près de la fenêtre. Le plaid bleu couvrait ses genoux. Son alliance en argent glissait sur un doigt devenu trop maigre. Il ne leva pas les yeux quand j'entrai. Je m'assis à côté de lui et pris sa main. Aucune réaction. Alors je commençai à fredonner. L'hymne s'appelait « Ancré dans l'amour ». Sa mère le lui chantait quand il était enfant à Dinan. Toute mon enfance, il l'avait fredonné à voix basse, au-dessus de l'évier, dans la voiture sur les longs trajets, dans l'atelier quand il pensait que personne n'écoutait. 2 mesures. Sa tête tourna. Pas complètement, juste assez pour que son regard effleure le côté de mon visage. Il serra ma main. 2 secondes, puis il la relâcha. Brigitte, depuis le banc sous la fenêtre, murmura qu'il fredonnait encore pour moi. Je levai les yeux. Dans l'encadrement de la porte derrière nous, ma mère se tenait immobile. Elle ne l'avait pas entendu fredonner pour qui que ce soit depuis des mois. Elle venait de l'entendre fredonner pour moi. Le temps que nous passions à table, ma mère avait cessé de sourire. Je n'avais pas vu ça dans cette maison depuis 30 ans. On n'avait pas encore servi le dîner. On faisait ce que ma mère appelait l'heure de l'apéritif au salon. Le père Jean-Pierre Dumas était arrivé pour la bénédiction et sirotait une eau gazeuse près de la cheminée. Lucie et Arnaud discutaient près du foyer éteint, à voix basse, avec cet air de juriste qui parle d'un dossier. Mathilde et Rémi étaient sur le canapé 2 places. Moi, j'étais au bar roulant avec mon oncle Édouard. Il dit que ma mère était encore plus tendue que d'habitude ce soir. Je regardais de l'autre côté de la pièce. Elle se tenait près du père Dumas et lui parlait vite, très vite. En 3 minutes, je la vis jeter un coup d'œil dans ma direction 4 fois. Puis elle posa son verre sur le manteau de la cheminée. Le père posa une main sur son avant-bras, un geste censé l'apaiser, qui n'apaisa rien du tout. Elle traversa la pièce en ligne droite, du foyer jusqu'au centre du salon. Le silence tomba de la façon dont il tombe depuis 28 repas de Noël, 10 Pâques, un dîner de retraite, 2 mariages. Un silence d'instinct. On savait tous ce qui allait suivre avant même qu'elle parle. « Camille, tu vas t'excuser auprès de ta sœur maintenant. Tu lui as cassé le bras exprès quand tu avais 10 ans. Tout le monde ici le sait. » Lucie tenait un verre de vin. Elle ne se retourna pas. Elle ne regarda pas notre mère. Elle fit un petit hochement de tête automatique. Le même, millimètre pour millimètre, qu'elle faisait depuis ses 7 ans. Ma mère continua. « Dis-le comme si tu le pensais cette fois. On ne va pas recommencer. » J'avais passé 3 décennies à m'excuser dans cette maison. Je regardais ma mère. Je regardais ma sœur. Et je souris. « Très bien, dis-je. Je vais le dire. » La pièce réagit de 1000 petites façons. Mathilde tourna brusquement la tête vers moi. Le verre d'Édouard s'immobilisa à mi-chemin entre le bar et sa bouche. La main du père Dumas retomba. Arnaud reposa son verre. Seules ma mère et Lucie semblaient imperturbables. Ma mère parce qu'elle attendait sa victoire, Lucie parce qu'elle n'était déjà plus vraiment là. Je laissai le sourire durer encore 1 seconde. « Laissez-moi juste 1 minute, dis-je. Papa m'a demandé de partager quelque chose. Il l'a choisi lui-même, avant que ça empire. »
La bouche de ma mère bougea avant que les mots sortent. Le père Dumas, qui avait baptisé Lucie et qui l'avait mariée, se tenait à 2 mètres avec les bras croisés sur une petite Bible. Ma mère ne pouvait pas dire non au dernier vœu de son mari mourant devant le représentant de Dieu. Elle l'avait compris dès l'instant où j'avais dit papa. Bien sûr, elle dit oui. Bien sûr, ma chérie. Elle dit oui comme on dit oui quand on ne sait pas encore qu'on a déjà perdu. Je traversais lentement la pièce vers le coin où le Thomson et le caméscope reposaient sur le buffet ancien. Je sentais chaque pas. Je sentais Édouard retenir sa respiration. Je sentais les yeux de Mathilde dans mon dos. J'ouvris le compartiment arrière du caméscope. J'en sortis la cassette de ma mère. Montage familial 2026. Ne pas toucher. Je la posai sur le côté. Je sortis ma propre cassette de ma poche et la glissai dans le lecteur. Le mécanisme émit un petit bourdonnement. Ma mère avait traversé la moitié de la pièce derrière moi sans que je l'entende. « C'est quoi cette cassette, ma chérie ?» Je ne répondis pas. J'avais passé 3 mois à m'entraîner à ne pas lui répondre. J'appuyai sur lecture. La première seconde, l'écran resta bleu. Puis, ce fut 30 ans en arrière. Le Thomson vacilla. Le bleu tint. Ma mère s'était immobilisée à mi-chemin entre le bar et le buffet. Elle ne s'approcha pas. Mon père était dans l'encadrement de la porte entre le salon et le petit boudoir du fond. Brigitte l'avait amené en fauteuil pour ce que ma mère avait appelé dans son discours d'accueil le « moment en famille ». Le père Dumas n'avait pas repris sa place. Édouard avait posé son verre de Calvados Boulard sur un dessous de verre pour la première fois de la soirée. Mathilde serrait la main de Rémi sous la table. « Camille, qu'est-ce qu'il y a sur cette cassette, ma chérie ?» La voix de ma mère était basse, maîtrisée, pas encore paniquée. Je ne répondis pas. Elle avait filmé sa vie avec tant de soin qu'elle avait oublié un seul après-midi. Je lui laissai encore 3 secondes pour s'en souvenir. L'image apparut. L'image était granuleuse, comme le sont les cassettes VHS de 1996, avec ce halo légèrement statique sur les bords et des couleurs qui sonnaient faux. On voyait notre terrasse de derrière, les planches, la porte grillagée, et au fond, la baie de la Rance, bleue ardoise derrière la rambarde. Au centre du cadre, une chaise. Une chaise en chêne, faite à la main, avec un dossier incurvé et des assemblages à queue d'aronde. Sa forme était tellement particulière que toutes les personnes dans la pièce qui m'avaient entendu m'excuser de l'avoir cassée la reconnurent instantanément. Françoise porta la main à sa bouche. « C'est l'ancienne terrasse ?» Elle dit ça comme si elle cherchait à se convaincre. L'angle de prise de vue était bas, hauteur de trépied, hauteur d'enfant. Le micro avait capté le vent qui venait de la baie de la Rance. Et depuis la fenêtre ouverte derrière la terrasse, on entendait une voix parler au téléphone. « Oui, l'échantillon, celui qu'on a commandé. »« Non, le crème, pas l'os. » La voix de ma mère. 40 ans, ton de décoratrice d'intérieur. Elle traversait le haut-parleur du Thomson comme une voix traverse une cloison. Ma mère se rassit. Elle ne s'en rendit pas compte. Puis 2 enfants entrèrent dans le cadre. Une petite fille de 7 ans, en robe d'été verte, chouchou rose, cuillère en bois à la main. Derrière elle, une fille de 10 ans, assise dans la chaise avec un livre sur les genoux. La petite regardait droit vers la chaise, comme si elle avait un compte à régler avec elle. C'est une chaise idiote de toute façon. Lucie, 37 ans, assise à la table de la salle à manger 30 ans plus tard, s'entendit enfant pour la première fois. Elle tourna la tête, pas vers notre mère, vers l'écran. Ma sœur, celle qui avait déclaré devant des jurys qu'elle se souvenait de tout, s'entendait pour la première fois. Sur l'écran, la fillette de 7 ans frappa le dossier avec la cuillère en bois. Pas fort. Les assemblages à queue d'aronde produisirent le son qu'ils attendaient depuis 30 ans. La fille de 10 ans leva les yeux de son livre. « Lucie, c'est la mienne. » C'était ma voix en plus petit. Même 30 ans après, on reconnaissait la même voix. Je n'avais pas changé. La fillette de 7 ans grimpa sur le fauteuil. Il tenait encore. Elle trouva son équilibre. Le fauteuil résista 1 seconde, puis plus rien. Le bruit que firent les assemblages, le craquement, le choc sourd, les planches qui l'accueillirent dans leur chute. Le même son que mon grand-père aurait entendu si mon grand-père avait encore été là. La petite tomba sur le côté, son bras passa sous elle. Son cri commença petit. Pas encore un cri. Quelque chose de minuscule, de privé, de stupéfait. La fille de 10 ans bondit sur ses pieds, la main sur la bouche. « Je vais chercher maman, ne bouge pas !» Et elle disparut hors champ. Elle entra dans la maison.
Jusqu'à ce moment, ma sœur aurait pu se dire qu'elle avait mal retenu l'ordre des choses. Les 30 secondes suivantes ne lui laisseraient pas cette possibilité. La caméra continua à tourner sur la terrasse vide. Juste les planches, le fauteuil brisé, et une petite fille de 7 ans par terre qui pleurait. À l'intérieur, la voix de notre mère au téléphone s'interrompit en pleine phrase. Le premier cri n'avait pas encore eu lieu. Le premier cri allait être la voix de notre mère sur un appel qu'elle raccrocha trop tard. Notre mère, en 1996, sortit sur la terrasse. Elle passa la porte moustiquaire vite, comme on passe une porte quand on vient d'entendre un enfant tomber fort. La caméra la saisit de profil. Elle s'arrêta. Je regardais ses yeux faire exactement ce qu'ils avaient fait cet après-midi-là. Le fauteuil, sa fille, l'encadrement de la porte. Dans cet ordre. 3 secondes. N'importe qui aurait pu le voir. N'importe qui, ayant entendu cette histoire pendant 30 ans, aurait enfin vu quelle version était vraie. Notre mère avait raconté tellement de fois qu'elle ne se souvenait plus dans quel ordre elle avait regardé. Elle s'agenouilla à côté de Lucie, puis elle fit quelque chose que je n'ai jamais vu personne faire. Elle se pencha très près de la fillette de 7 ans. Son visage était à quelques centimètres du visage de sa fille. Elle ne chuchota pas. Catherine Vernet ne chuchotait pas. Elle ne baissa même pas la voix. Elle dit juste les mots de près, comme une mère qui dit quelque chose d'important tout contre l'oreille de son enfant. Le micro-cravate fixé au caméscope avait tout capté, proprement, sans bruit parasite. On entend Catherine dire, tout près, d'une voix posée, presque douce, « Écoute-moi mon cœur. On dit aux autres que c'est ta sœur qui a fait ça. Sinon, c'est toi qui as cassé le fauteuil de grand-père et ton bras par-dessus le marché. On ne peut pas laisser ça comme ça. Hoche la tête si tu comprends. » Et sur la cassette, Lucie à 7 ans hoche la tête. Un petit hochement, précis, mesuré. Le même hochement, au millimètre près, que Lucie, à 37 ans, avait fait 40 minutes plus tôt, quand notre mère lui avait dit de s'excuser auprès de sa sœur. La pièce autour de moi ne fit aucun bruit. Pas un son. Pendant une seconde très longue. Puis sur la cassette, Lucie, la vraie Lucie, le corps, pas l'histoire, cria. La douleur l'avait rattrapée, ou la compréhension, ou les deux ensemble. Le son traversa le haut-parleur Thomson assez fort pour que Brigitte, dans l'encadrement de la porte du salon derrière le fauteuil roulant de mon père, tressaille. Pendant 30 ans, j'avais cru que ce premier cri était la douleur de ma sœur. C'était ça, oui. Mais c'était aussi le son d'une histoire en train de naître. La cassette continuait à tourner parce que notre mère n'avait rien remarqué. Lucie, en 2026, se retourna enfin complètement, les yeux rouges. Elle ne regardait pas notre mère. Elle me regardait, moi, comme si elle venait de réaliser qu'elle ne m'avait jamais vraiment connue. « C'est ma voix », dit-elle. Au premier cri sur la cassette, ma sœur avait cessé de hocher la tête et la cassette n'était pas terminée. À l'écran, notre mère, en 1996, prit Lucie dans ses bras. Elle la porta vers la porte moustiquaire, vers la cuisine. La caméra attrapa son dos. Puis la véranda fut de nouveau vide. 1 minute passa, peut-être 1 minute 30. Puis notre mère revint. Cette fois, elle regarda le caméscope. Le changement sur son visage était minime, mais visible. La reconnaissance, le calcul. Elle traversa vers le trépied à pas rapides. Elle s'accroupit derrière, jeta un seul coup d'œil par-dessus son épaule vers la porte moustiquaire. Et puis, et c'est ce moment que j'ai regardé 12 fois depuis que j'ai trouvé la cassette. Elle sourit, un petit sourire, 1 seconde à peine. Un sourire qui n'était pas pour la caméra. Ce sourire n'était pas pour nous. Il n'était même pas pour elle vraiment. C'était le sourire de quelqu'un qui vient de résoudre un problème, qui vient de trouver comment éteindre quelque chose avant que ça brûle trop loin. Elle a tendu la main vers l'interrupteur. L'écran est devenu noir, puis bleu. Ce bleu a tenu longtemps dans notre salle à manger, sur le mur, sur les visages. Le père Jean-Pierre Dumas s'est rassis sans un mot. Françoise avait toujours la main sur sa bouche. Bernard ne regardait plus sa femme. Édouard avait reposé son verre de Calvados-Boulard une 2e fois. Mathilde s'était levée, avait fait un pas, puis s'était rassise. Arnaud regardait Lucie, puis notre mère, puis Lucie encore. Lucie, elle, ne regardait personne. Et dans l'encadrement de la porte du salon, mon père, Alzheimer avancé, absent pour l'essentiel depuis 2 ans. Il serrait le bord de son plaid bleu. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il comptait quelque chose, je ne sais pas quoi. Je ne voulais pas savoir. Notre mère a ouvert la bouche 2 fois. Rien n'est sorti.
Et puis les mots sont arrivés, vite, trop vite, comme une défense qui n'a pas été répétée, qui se déverse parce qu'elle n'a pas eu le temps d'être construite. Cette cassette, ça ne te représente pas, Camille. Tu ne comprends pas le contexte. Ta sœur venait juste de... Sa phrase s'est brisée là. Lucie, sans lever les yeux, a dit doucement « Quel contexte, maman ?» Ce n'était pas une question. Notre mère a réessayé. « Je vous protégeais, Lucie, toutes les deux, de votre grand-père. Il aurait... » Lucie l'a coupé. Grand-père Georges a fabriqué ce fauteuil pour Camille. Il le lui a donné à sa naissance. Je le savais à 7 ans. Le verre de vin de notre mère a basculé sur sa base, pas renversé, juste basculé. Sa main avait cherché quelque chose qui n'était plus là. Je suis retournée à la table, je n'ai pas couru, je n'ai pas haussé la voix. J'ai posé ma main sur le dossier du fauteuil en velours coquelé vert, celui qui était en bout de table, celui devant lequel elle m'avait fait tenir debout 28 fois pour m'excuser. J'ai laissé ma main là, puis j'ai regardé ma sœur. Je n'ai pas parlé tout de suite. Et quand j'ai parlé, c'était calme. « Lucie, je ne suis pas en colère contre toi. Je veux que tu le saches avant que je dise quoi que ce soit d'autre. » Ma sœur n'a pas hoché la tête, elle n'a pas bougé. 30 ans de réflexe et là, rien, pour la première fois. Dans l'encadrement de la porte, mon père a tendu la main depuis son fauteuil roulant. Pas loin. Juste les doigts écartés, légèrement recourbés. Je me suis levée, je me suis agenouillée devant lui. J'ai pris sa main. Il a serré une fois, fort, et il a tenu. « Camille », il a dit. Juste ça. Juste mon prénom, comme un souffle. En février, il avait été lucide 90 secondes. En mai, il m'en a donné 90 de plus. C'était tout ce qu'il nous fallait. La cassette était terminée. L'histoire, non. C'est Lucie qui a parlé la première. Elle s'est levée lentement. Arnaud a posé la main sur son bras et elle s'en est écartée, sans brutalité, juste comme ça. Elle a traversé la pièce jusqu'à l'espace vide où ma mère s'était tenue et elle s'est arrêtée face à elle. Elle ne pleurait pas, comme au cinéma. Les larmes coulaient en silence. Sa voix était plate, professionnelle, la voix qu'elle prend devant un tribunal. « Maman, j'ai construit une carrière entière autour de ce que tu m'as dit qu'il m'était arrivé. J'ai raconté ça à des jurés, dans des dépositions, aux parents d'Arnaud, dans un podcast. » Elle s'est arrêtée une seconde. Elle a dit qu'elle croyait se souvenir de sa main à lui. Mais ce dont elle se souvenait vraiment, c'était de la sienne, à elle. Puis elle est retournée à sa place, elle s'est assise, elle a posé la main sur son avant-bras droit et a fait glisser ses doigts lentement le long de la cicatrice, comme quelqu'un qui lirait du braille sur un mot qu'il ne reconnaît pas. Ce soir-là, c'est ma sœur qui était l'aînée. Alors ma tante Françoise s'est levée, 76 ans, les jambes qui tremblaient un peu. Bernard a tendu le bras pour la retenir et elle a fait non de la tête, une seule fois. Elle a regardé ma mère, pas moi. « Catherine, je t'avais prévenue. En 1998, et encore à l'enterrement de maman en 2004, je t'avais dit de réparer ça. Tu m'as répondu que la famille n'y survivrait pas. Catherine, la famille n'y a pas survécu. On s'est juste raconté le contraire. » Elle s'est rassise. Bernard a pris sa main sous la table. Ma tante avait été complice, elle avait su. Et pendant 30 ans, elle avait choisi la vérité qui coûtait moins cher. Puis Mathilde s'est levée. Elle m'a regardée, moi, pas ma mère. Pas Françoise. J'avais 10 ans cet été-là, moi aussi, elle a dit. J'étais dans la cuisine, j'ai entendu ta mère au téléphone, puis j'ai entendu la chaise, puis j'ai entendu Lucie. Je suis sortie dans le couloir. Tante Catherine était agenouillée à côté de Lucie, sur le porche. J'ai entendu ce qu'elle lui a dit, exactement ce qu'on entend sur la cassette. Je suis retournée dans la cuisine parce que j'avais 10 ans. Ce soir-là, j'ai tout raconté à ma mère. Ma mère m'a dit que les familles ne se font pas ça entre elles. Depuis 30 ans, j'ai honte d'avoir eu 10 ans. Elle m'a regardée un long moment. « Camille, je suis tellement désolée. » Elle s'est assise. Rémi lui a pris la main de Mathilde, cette même main qui avait touché la mienne sous des tables pendant 25 ans, était maintenant visible au-dessus de la table. Mon alliée silencieuse venait de parler fort, pour la première fois. C'est là que ma mère a essayé de réécrire l'histoire. Je l'avais vue faire ça pendant 30 ans, ce recadrage lent, méthodique, intelligent. Elle s'est tournée vers Édouard, son frère cadet, et elle a pris ce visage qu'elle réservait à ses dossiers les plus difficiles. « Tu dois comprendre, j'avais 39 ans. J'étais seule avec 2 filles ce jour-là. Ton père était au chantier naval, ma propre mère était malade. J'ai dû décider en 2 minutes. » Elle s'est arrêtée en voyant son expression. Elle a essayé le père Dumas. « Père, vous comprenez la pression que ressent une mère quand… » Elle s'est tue. Elle a regardé autour d'elle. Il n'y avait personne à convaincre. Alors, elle s'est tournée vers moi.
J'ai donné ma vie à cette famille. Camille, ne me prends pas ça. Tu n'as pas le droit. Édouard s'est levé. Il a pris son verre de Calvados Boulard. Il en a bu la moitié d'une longue gorgée lente. Catherine, a-t-il dit doucement, la famille allait toujours survivre. C'est le mensonge qui n'allait pas y arriver. Même lui. Le frère qui s'était tenu à l'écart de toutes les disputes, à tous les repas de Noël depuis des années. Pas cette fois. Puis Arnaud s'est levé. Il m'a regardé directement et j'ai vu son visage traverser 3 états distincts. L'incrédulité d'abord, puis quelque chose de calculateur, puis une espèce de honte froide et professionnelle. Camille, je te dois plusieurs excuses. Je vais les mettre par écrit. Pas maintenant, bientôt. Il a marqué une pause et puis il a sorti sa vieille blague du repas de Noël sur la prescription légale. Voilà, je veux commencer par là. Il a tourné son alliance une fois et s'est rassis. L'homme qui s'était moqué de moi il y a 4 ans était le premier dans cette pièce à dire la bonne chose. La pièce ne s'est pas effondrée, elle s'est réorganisée. Ce n'était plus la même pièce qu'elle avait été 4 minutes auparavant. Elle ne le serait plus jamais. Après un long silence, Lucie est levée et m'a demandé si je voulais sortir avec elle sur la terrasse de derrière. J'ai dit oui. On a traversé la cuisine et poussé la porte moustiquaire. La terrasse, celle de la cassette. Le fauteuil en osier où Camille s'était assise était vide. La baie de la Rance était noire. Lucie est installée dans l'osier. Moi, je suis restée debout. Les planches étaient encore chaudes de la journée. « Depuis combien de temps tu l'as ?» Elle a dit 6 semaines. Papa me l'a dit en février, je l'ai trouvé en avril. Elle a hoché la tête lentement. Pas le hochement habituel, un vrai. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé en premier ? Parce que je ne savais pas si tu me croirais avant de la l'entendre de sa bouche. » Elle a regardé la baie. Sa main était posée sur son avant-bras droit, encore. C'est juste. On n'a rien dit pendant un long moment. Puis, elle a commencé la liste. Elle l'a dressée comme elle prépare ses dépositions. Lente, point par point, méthodique. J'ai dit que ma sœur m'avait poussée. J'ai dit que je me souviens de sa main dans mon dos. Je me souviens de maman, me le disant plus tard avec Coco. Je me souviens de maman, me le redisant le lendemain matin. Je me souviens de maman, elle avoir dit à l'école la semaine des d'après pour prévenir les professeurs. Je ne me souviens pas réellement de la main de Camille sur moi. Elle a fait une pause. Je dois le dire à mon cabinet. Je dois corriger ma biographie officielle. Je dois rappeler Madame Lyman, ma cliente de 2019. Elle a tourné la tête vers moi. Camille, je vais passer la prochaine année de ma vie à défaire quelque chose que je ne savais même pas que je portais en moi. Elle a levé la main et a compté sur ses doigts, un par personne. Chaque doigt était quelqu'un à qui elle avait menti sans le savoir. Je l'ai laissé finir de compter. Et puis j'ai dit la phrase que j'avais répétée pendant 1 mois dans ma cuisine à Rennes. Je n'allais pas lui demander de s'excuser auprès de moi, Lucie. Tu t'es excusée à 7 ans d'une façon dont tu ne savais pas que tu t'excusais. Je veux juste que tu arrêtes de hocher la tête. Elle m'a regardée. Elle n'a pas hoché la tête. D'accord, elle a dit, simplement. Ma sœur n'a pas pleuré sur la terrasse où elle s'était cassé le bras. Elle avait fait toutes ses larmes à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Brigitte a poussé mon père sur la terrasse dans son fauteuil roulant. Il n'a pas regardé la baie en premier. Il nous a regardés toutes les deux, lentement. Puis, il a tendu la main. Je l'ai prise. Lucie a pris l'autre. Il a serré chacune de nos mains une fois. Ensuite, il a tourné la tête vers la baie de la Rance et il s'est mis à fredonner. C'était ancré dans l'amour. Brigitte, derrière lui, m'a dit doucement qu'il fredonnait pour nous deux ce soir-là. Mon père avait construit un pont. À nous de le traverser nous-mêmes. Je suis rentrée dans la maison. Françoise et Bernard étaient montés à l'étage. Mathilde et Rémi téléphonaient depuis le perron. Le père Dumas était assis à côté de ma mère et lui parlait très doucement. Je l'ai entendu dire que parfois, Catherine, le travail consiste à réparer les choses plutôt qu'à les faire paraître réparées. Ma mère, 69 ans, épuisée, prise en flagrant délit, a prononcé la phrase la plus honnête que je lui avais entendue dire depuis 30 ans. Elle ne savait pas comment. Elle ne savait pas comment réparer après 30 ans. Elle ne me le disait pas à moi. Elle le disait au père Dumas. Je n'étais pas venue lui apprendre comment faire. J'étais venue pour une chose précise. J'ai traversé la salle à manger jusqu'à son fauteuil. Dans la poche intérieure de ma veste, j'ai sorti un petit bout de papier jauni. C'était l'étiquette d'origine, celle que j'avais décollée à la lame quand René, chez Atlantic Vidéo Service, avait fait la coquille pour moi. L'écriture cursive était la sienne, avec ce grand V majuscule qu'elle utilisait sur chaque carte de Noël que j'avais jamais reçue d'elle. Je l'ai posée sur la table de la salle à manger, entre nous deux. « Maman, tu as écrit ça il y a 30 ans.
Je crois que tu t'es trompé d'étiquette. J'ai marqué une pause. Je te la rends. Papa aussi. Elle ne l'a pas ramassée. Elle l'a regardée comme on regarde une blessure qu'on a cessé de faire semblant de ne pas voir. Ensuite, j'ai fait l'autre chose pour laquelle j'étais venue. Je me suis approchée du fauteuil en velours côtelé vert au bout de la table, le fauteuil des excuses, celui derrière lequel j'avais dû me tenir 28 fois, et je l'ai poussé. Pas fort, juste assez. Je l'ai fait glisser sur le parquet jusqu'au coin le plus éloigné et je l'ai retourné face au mur. Je ne l'ai pas cassé, je ne l'ai pas jeté, je l'ai simplement mis là, comme un enfant qu'on renvoie de table. On n'a plus besoin de ça ici. Ma mère a regardé, elle ne m'a pas arrêtée. C'était la première chose qu'elle m'avait laissé faire en 30 ans. Puis elle a levé les yeux vers moi. Pas Catherine la narratrice, pas la femme qui avait étiqueté 300 cassettes de sa belle écriture. Juste Catherine, 69 ans, épuisée, prise. Je ne sais pas être ta mère sans cette histoire, Camille. Je l'ai regardée un long moment. Alors apprends, maman, ou n'apprends pas. Dans tous les cas, j'ai fini de m'excuser pour ça. Elle n'a pas répondu. Ses mains reposaient ouvertes sur ses genoux, les mains qui avaient étiqueté toute l'histoire de notre famille étaient enfin immobiles. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse de sa part, et c'était, finalement, suffisant. Non pas parce que c'était complet, mais parce que je n'avais plus besoin que ça le soit. Brigitte a amené mon père jusqu'à l'encadrement de la porte une dernière fois. Il a regardé ma mère, longuement, sans hostilité. Puis il m'a regardée. Il a émis un seul son sourd, puis sa tête est retombée contre le coussin que Brigitte avait calé derrière lui, et la lucidité avait disparu, peut-être pour de bon. Il voulait voir, a dit Brigitte doucement. Il l'a vu. Le plaid bleu sur ses genoux était exactement de la même teinte que l'écran vide de la cassette. Mon père était resté assez longtemps pour être témoin. Il n'avait aucune obligation de rester davantage. Je n'étais pas venue pour gagner, j'étais venue pour arrêter de perdre, et je l'avais fait. J'ai ramassé mon sac. Le dimanche matin, j'ai repris la route vers Rennes. Mathilde est venue avec moi. Elle me l'avait demandé dans la cuisine à 5 heures du matin, pendant que je faisais le café, pour rentrer et louer une voiture à l'aéroport. J'ai dit oui. On n'a rien dit pendant la première heure. La lumière s'est levée grise et elle l'est restée. Vers la sortie de Vitré, Mathilde a enfin pleuré. Comme pleurent les femmes adultes dans une voiture quand elles retiennent quelque chose depuis 30 ans. Je lui ai tendu un mouchoir depuis la boîte à gants. Elle a dit « J'aurais dû t'appeler en 1998 » et elle l'a dit en 2005. Et encore en 2019, j'ai secoué la tête. « Tu m'as appelé hier soir, Mathilde. C'est cet appel dont j'avais besoin. Ma cousine avait été mon alliée silencieuse pendant 30 ans. Elle ne serait plus silencieuse. » Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de ma sœur. Long, structuré comme un document juridique, mais direct dans le fond. Lucie avait informé son cabinet qu'elle avait modifié sa biographie. Elle s'était retirée de l'affaire Liman et appelée elle-même Madame Liman cette semaine-là. Elle avait parlé aux parents d'Arnaud. Elle avait commencé une thérapie avec une spécialiste du trauma à Paris. Elle ne me demandait pas de lui pardonner. Le dernier paragraphe disait ceci. « Je ne te demande pas encore d'être ma sœur, je te demande de me laisser le devenir. » Je l'ai lu debout, au comptoir de la cuisine, à 11 heures du soir. Le même comptoir où j'avais regardé la cassette en avril. J'ai répondu 2 mots. « D'accord, et c'est ?» C'était tout ce que j'avais comme négociation en moi. Ma mère n'a pas appelé, pas la semaine suivante, pas le mois d'après. Tante Françoise a appelé 2 fois. Elle voulait s'assurer que je savais qu'Édouard passait voir ma mère souvent et que c'était lui qui l'empêchait de disparaître dans sa chambre pendant des jours. Arnaud a envoyé son mail d'excuses formelles 11 jours après la réunion. 3 paragraphes. Signé Arnaud. Il n'attendait pas de réponse. Tante Françoise me l'a dit au téléphone. Ta mère ne sait pas encore écrire une lettre sans y glisser une histoire. Donne-lui du temps ou ne lui en donne pas. Personne ne te forcera. Le cahier à spirale avec 28 dates était dans le tiroir de son bureau, fermé pour la première fois depuis des années. Elle ne l'avait pas ouvert. Elle ne pensait pas en avoir besoin. Certaines personnes apprennent à s'excuser. D'autres n'y arrivent jamais. Dans les 2 cas, je n'étais plus dans ce métier-là. Brigitte m'a envoyé un message un mercredi de début juin. Il a fredonné aujourd'hui quand j'ai mis le disque de Barbara. Il ne fredonne plus beaucoup. Je voulais que tu le saches. Je suis montée ce week-end. Je me suis assise près de son lit. J'ai lu à voix haute le chapitre 32 de Moby Dick. Le coin de la page était encore plié depuis l'après-midi de février où il avait dit « Vérifie le 7e » de Viviane. Il n'a plus eu de moment lucide avec moi.
mais parfois, sa main sortait de sous le plaid bleu et venait se poser sur le bord du lit. Et une fois, il a fredonné quelques mesures d'ancrer dans l'amour. Mon père m'avait donné ses dernières 90 secondes claires en février et ses dernières 90 secondes claires en mai. C'était plus que ce que j'avais jamais demandé à personne. C'était largement suffisant. Il est mort plus tard cet été-là. Je n'ai pas encore trouvé comment écrire la suite de cette phrase. Le premier lundi après ses funérailles, j'étais à mon bureau à Rennes. La feuille plastifiée était toujours au mur. Les sources primaires ne mentent pas. Les gens, si. J'ai pris un petit bout de papier. J'y ai écrit de ma main, jusqu'à ce qu'elle mente aussi. Je l'ai collé sous le panneau plastifié, légèrement de travers. Je l'ai laissé ainsi. La sonnerie a retenti. Les élèves sont entrés. « Bien », j'ai dit. « Aujourd'hui, on va parler de la façon dont les familles écrivent l'histoire. Moi, j'écrivais la mienne pour la première fois depuis 30 ans. » J'avais le temps de bien faire les choses. J'avais arrêté de m'excuser pour l'après-midi de quelqu'un d'autre. C'était là la seule justice dont j'avais jamais eu besoin. Il y a quelque chose à quoi je pense depuis ces dernières semaines. Il n'y a pas besoin d'un monstre pour maintenir un mensonge en vie pendant 30 ans. Il suffit d'une pièce remplie de gens bien qui arrêtent de poser des questions. Ma tante Françoise a choisi. Mon oncle Édouard a choisi. Ma cousine Mathilde, à 10 ans, a appris à choisir. Mon père a choisi, jusqu'au tout dernier moment où il a choisi autrement. Lucie, à 7 ans, n'a pas choisi. On lui a donné un souvenir comme on offre un cadeau de Noël. Et elle l'a porté toute sa vie, parce que personne ne lui a jamais demandé de le poser. La partie la plus difficile de cette histoire, ce n'est pas le personnage qui a tout fait. C'est la pièce entière qui lui a tendu le micro. Ma mère avait un micro. Elle l'avait parce qu'on le lui donnait, encore et encore. Je ne porte plus la cassette. L'original est dans un petit coffre-fort ignifuge dans mon placard à Rennes. Les copies numériques existent en 3 endroits différents. Cette cassette était pour une pièce, pour une nuit de mai, et cette nuit a eu lieu. Si Lucie veut une copie un jour, elle peut l'avoir. Elle ne l'a pas demandé. Peut-être qu'elle ne le fera jamais, c'est permis aussi. Je n'ai pas apporté cette cassette pour détruire ma famille. Je l'ai apportée pour avoir le droit d'exister dans ma propre vie. Ce n'est pas la même chose. J'avais pris mon sac et j'étais sortie de cette salle à manger. Je ne l'ai pas reposé depuis. Je m'appelle Camille Vernet, j'ai 40 ans. Pendant 30 ans, je me suis excusée pour un après-midi que je n'avais pas brisé. Le fauteuil fait face au mur maintenant. La cassette est dans un tiroir. Et mes mains, les mains soigneuses, cursives, toujours surveillantes de ma mère, n'ont pas pu écrire ça à ma place. Mes mains, enfin, sont miennes. Si quelque chose dans cette histoire vous a touché, dites-le en commentaire. Pas pour moi, pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls à avoir porté quelque chose qui n'était pas à eux.